moment de passer à notre débat. Où va le monde ? Je n'ai pas besoin de vous dire ce qui se passe en ce moment. Les nouvelles du jour sont nucléaires. Et peut-être qu'on va commencer par Jean-Dominique, une question générale. Super, écoute, merci beaucoup pour l'invitation. Ravi d'être avec vous malgré ce réchauffement climatique qui nous fait transpirer. Sans lui, il ferait 2 ou 3 degrés de moins, donc quand même, faites un effort. C'est à cause de vous si on transpire. Mais pour revenir à la question très sérieuse que tu évoques, oui, je vais faire un commentaire très général, mais à partir d'une épiphanie que j'ai eue récemment au Québec. Et c'est parti, alors je ne sais pas si c'est une fake news que Liliane m'avait donnée ou si c'est moi qui avais mal compris, mais Liliane nous a proposé très vite une compréhension géniale sur la crise en cours, qui est le concept des cellules imaginales. Lorsque la chenille entame son processus de transformation pour devenir papillon, il y a des nouvelles cellules qui apparaissent, qui ne sont plus celles de la chenille, et avais-je cru à tort, le système immunitaire de la chenille essaye de les détruire. Jusqu'au moment où il y en a suffisamment qui apparaissent, et surtout elles arrivent à se mettre en lien d'une manière où ça peut prendre pour conduire au magnifique papillon. Alors j'ai raconté ça au Québec, les gens ont adoré parce qu'on est tous des cellules imaginales. Ce qu'on est en train de vivre, c'est la nouvelle tribu des gens qui ont déjà compris qu'il fallait sortir d'un monde en perdition pour en créer un nouveau. Et donc j'y suis allé de ma petite sortie qui a beaucoup plu. Puis après je me suis dit, mais je vais quand même vérifier cette histoire de système immunitaire. Eh bien c'est faux. Mais ce que j'ai découvert est presque encore mieux. Ça n'est pas que le système immunitaire de la chenille attaque, c'est que la chenille commence à sécréter une substance qui détruit toutes les cellules, sauf celles du papillon. Et en fait, ce dont je suis convaincu aujourd'hui, c'est qu'aussi inquiétante que peut-être l'actualité, et peut-être qu'on finira tous dans un holocauste nucléaire, comme je vous le dis, moi j'ai beaucoup de confiance quant à la dimension spirituelle de la vie, donc je crois que de toute manière, même si notre corps physique mort, c'est pas plus grave que ça aide quand même à vivre les événements. Mais au-delà de ça, je pense que cette question lancinante qui nous hante, qu'est-ce qu'on peut faire ? Effectivement, n'est plus d'actualité. Ce que nous avons à faire, nous avons à le faire pour entretenir notre bien-être de cellules de papillons. Mais pas pour chercher à mettre en échec la chenille, parce que la chenille, elle est en train de s'autodétruire. Et au fond, c'est ça que j'ai envie de partager avec vous, parce que je trouve que c'est vraiment une perspective très libératoire. Bien sûr qu'il est sain d'agir. D'ailleurs, je reçois parfois le compliment, mais comment fais-tu pour faire autant ? Mais je fais autant parce que j'aime faire autant, parce que ça me tient à cœur de faire autant, parce que j'adore ce que je fais. Je trouve magnifique de le partager avec autant de personnes merveilleuses comme nous sommes ici, mais il y a des nous à travers le monde, partout. Toutes ces cellules imaginales sont en train d'apparaître. Et la bonne nouvelle, c'est que le monde d'avant est en train de s'autodétruire. Donc oui, il y a l'identité numérique, oui, il y a la monnaie centrale digitale, machin, oui, il y a le plan Agenda 2030, oui, on peut se faire du mouron à perte de vue, mais quelque part, moi j'aime bien avoir découvert que en réalité, ce paradigme des cellules imaginales est encore meilleur que ce que je pensais. On peut effectivement assister, non pas passivement, activement, mais à l'effondrement, s'en réjouir. Et puis, je terminerai avec ça, parce que vous me connaissez, je pourrais parler pendant 3 heures. Mais cultiver surtout cette célébration que la victoire, elle est ici et maintenant. Nous ne nous sommes pas laissés soumettre, nous ne sommes pas laissés décourager, nous ne nous sommes pas laissés devenir amers. Au contraire, nous avons trouvé en nous cette force d'être toujours plus vivants, toujours plus tendres, toujours plus ouverts, toujours plus généreux. La victoire, elle est ici et maintenant. Après, il faut attendre qu'elle tombe comme un fuit-mur dans le collectif. Nous traverserons encore beaucoup d'épreuves et de coups durs, mais vous voyez ce que je veux dire, on est déjà dans cette vibration. Donc j'ai envie de vous dire, bonne nouvelle des étoiles. Ici et maintenant, nous sommes en chemin et quel bonheur de partager ça ensemble. Oui. Merci. Bonjour tout le monde. Pour moi, où va le monde ? Ma réponse, elle est très très simple. Elle va là où chacun d'entre nous pense. Pour moi, le départ d'une histoire, c'est la pensée, c'est ce qui se vit en soi, à l'intérieur de soi, et ce sur quoi je mets mon attention va être porteur et va générer sa réalité. Donc,
premièrement, raison pour laquelle j'essaye de partager un journalisme porteur d'espoir, parce que c'est là-dessus que je mets mon attention sur la beauté humaine, où qu'elle soit, même au cœur des conflits armés, même au cœur de l'absurde, même au cœur de l'horreur et des abus. J'arrive toujours à me frayer un petit passage, comme un minuscule ruisseau qui cherche à rejoindre l'océan par-dessus tout. Et cet océan, c'est celui auquel j'aspire, moi aussi, qui est cette source qui nous habite tous et dont nous sommes tous une minuscule expression. Et pour tout vous avouer, c'est vrai que pour moi, en tant que journaliste aujourd'hui, je passe un cap, on va dire, compliqué, parce que ce champ d'exploration de la beauté se rétrécit néanmoins énormément en ce moment. Ça fait 30 ans que je suis sur la route dite de la joie, où j'essaie de partager un journalisme d'information par l'inspiration et l'exemplarité, mais aussi un journalisme réaliste, basé sur des faits, qui est aussi critique. Mais j'ai toujours réussi à trouver de la beauté partout, même au cœur des conflits armés, lorsque j'étais déléguée du CICR en Iran, en Irak, au Kosovo, etc. Et aujourd'hui, je me remets un peu en question. C'est pas facile parce que je vois que mon périmètre se rétrécit, en fait, énormément, pour trouver cette beauté. Et je rejoins complètement la proposition de Jean-Dominique, c'est qu'il ne nous reste plus que le ici et maintenant. Donc aujourd'hui, je ne peux plus que témoigner de ma présence ici avec vous en ce moment, dans ce pays merveilleux, où tout semble encore en apparence dans une forme de stabilité et d'harmonie. Et je n'ai plus que ça, en fait, à attester. Ça devient vraiment compliqué de commenter et d'amener mes lecteurs, ou nos lecteurs, bien sûr, puisque je collabore avec Essentiel News, avec bonheur d'ailleurs, merci, d'amener nos lecteurs sur un chemin le plus réaliste possible et le plus vrai possible. Et qu'est-ce qu'il reste de vrai ? Eh bien, c'est cette réalité tangible ici et maintenant. Et puis, encore, puis après j'aurais tout dit. Ce que j'observe aussi, on en parlait tout à l'heure avec Jean-Dominique, où va le monde ? Pour moi, en tout cas, il va dans deux directions évidemment principales. Alors, il va dans autant de directions qu'il y a d'êtres humains sur la Terre, on est bien d'accord, mais quand même, il y a des orientations collectives prédéfinies. Et je pense qu'on est vraiment à un carrefour décisif aujourd'hui entre faisons-nous le choix de l'homme augmenté ou de l'homme conscient. Et alors, il y a un train, il y a un TGV qui part vers l'homme augmenté, vers l'homme qui, finalement, ne compte que sur les artifices pour aller vers le progrès humain. Mais c'est un progrès que je considère artificiel. Et puis, il y a cette autre vieille locomotive magnifique à vapeur, mais rutilante, qui fait son tchouk, 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 puis en même temps qui est solide, qui est vigoureuse et qui est portée par ces passagers que vous êtes, que j'espère représenter aussi, qui sont ceux qui croient encore à la transcendance et à la non-séparation et à cet avenir finalement qui se construit, qui se co-crée à travers chacun d'entre nous et à travers tout ce que nous portons, à travers notre boîte à outils individuelle. Et cette réalité-là, elle est merveilleuse. Je mets toute mon attention là-dessus, raison pour laquelle aussi je ne veux plus servir un journalisme qui cherche à convaincre qui que ce soit de se réveiller ou de penser autrement. Ça, j'ai abandonné. Maintenant, je mets vraiment mon attention sur des gens comme vous qui ont envie d'aller plus loin, qui ont déjà compris qu'on est dans un narratif, qu'on est sur une scène de théâtre, mais qui ont envie de vivre et de célébrer la vie là où elle est encore vraie, là où elle est encore palpitante. Voilà, merci. Dans le nouveau site qui sortira cette semaine, vous verrez qu'il y a une nouvelle baseline en dessous du logo. Ça va être écrit l'info derrière l'info. Et ça traduit un changement ou une évolution de fond qui ne débute pas cette semaine, mais qui a commencé déjà depuis peu après mon arrivée, mais ça avait déjà commencé même avant. Et je vais juste dire un mot là-dessus parce que ça c'est directement congruent avec le sujet dont on parle.
On a exprimé là des vérités d'ordre 4, de nature idéaliste, platonicienne, spirituelle. Et effectivement, c'est lorsqu'on est dans une démarche de recherche de vérité, c'est là qu'on arrive. On finit par se rendre compte qu'on est dans une espèce de rêve merveilleux qu'on appelle la réalité et qu'on est capable de totalement lâcher prise, de s'abandonner, de vivre dans la confiance. Et ça, c'est magnifique, c'est une excellente nouvelle. Ceci dit, il n'y a pas grand-chose à dire de plus que ça. Et donc, on ne va pas écrire article sur le niveau 4. De toute façon, c'est un niveau qui est incommunicable. Donc, c'est intéressant de parler un peu du niveau 3, parce qu'on est dans ce rêve qu'on appelle la réalité, et puis c'est l'idée des bâtisseurs de cathédrales. Hein. On n'a pas besoin d'une cathédrale, mais c'est quand même bien de le faire si on est capable de la bâtir. Ou la science, c'est pas parce qu'on est dans un rêve ou dans une existence dont l'ontologie est onirique qu'on n'agit pas. Dans un rêve lucide, on agit, on va voler, on va découvrir, on n'est pas là à bouder dans un coin parce que c'est pas tout à fait réel. Et donc la science, c'est ça. Donc l'info derrière l'info, c'est dans le contexte de ce rêve, débarrasser de la peur. On sait qu'on a besoin de rien, on vit dans le ici et le maintenant, on va quand même chercher à comprendre la réalité dans laquelle on se trouve. Et ça, c'est très intéressant à faire. Et s'il n'y a plus de peur, on peut examiner des idées qui sont extrêmement hétérodoxes. Et personnellement, c'est ça ce qui m'intéresse, c'est de le faire toujours sans certitude, parce que je suis sûr de rien. Donc par exemple, dans l'article Kaifa B, j'ai juxtaposé des images de Yuri Gagarin et Neil Armstrong. Allez voir cet article, j'ai rien affirmé, j'ai dit regardez, de côte à côte, Yuri Gagarin qui était le Neil Armstrong soviétique finalement. Côte à côte, pendant la guerre froide, la course à l'espace, de nouveau, a caractérisé cette rivalité entre ces deux grandes puissances, et j'ai mis ces deux photos côte à côte. À mon avis, ça c'est mon intime conviction, mais sans certitude, et vous devez vous faire votre propre avis, il s'agit de la même personne, il s'agit du même acteur qui a joué ces deux rôles-là. Si ça c'est vrai, je ne suis pas sûr que ce soit vrai, mais ils se ressemblent en tout cas, c'est au minimum une synchronicité, au minimum la Providence qui a beaucoup d'humour. C'est des sosies. Si c'est vrai, si c'est le même acteur, si c'est la même personne, qu'est-ce que ça dit sur l'histoire du XXe siècle? Quelles sont les conclusions qu'on doit tirer de ça? C'est absolument fantastique. Là, on est dans le niveau 3 de compréhension. J'ai cité aussi, lorsque j'étais chez Lilian Caragnou, cette synchronicité extraordinaire du nom de ce joueur de tennis dont on a fait état pendant le Corona Circus parce que c'était un anti-vax et puis il refusait de rentrer en Australie. Et puis il y a eu toute une telenovela autour de ce joueur-là, grand joueur de tennis, numéro 1 mondial, qui a battu tous les records, même ceux de notre adoré Federer. Quand on regarde son nom, il s'appelle Novak Djokovic. Novak, c'est phonétiquement dans la langue des oiseaux, comme dirait Fulcanelli, Novax. Et Djokovic est un anagramme phonétiquement parfait de joke Covid. Joke Covid, c'est blague Covid. Et donc ça, je ne pense pas que ça puisse être un complot, parce que je ne pense pas qu'on puisse cultiver un champion de tennis qui doit quand même battre Federer et Nadal pour faire une blague. Et puis, si moi j'ai remarqué cette synchronicité du nom, d'autres l'ont certainement remarqué. Les planificateurs centraux obsédés par les nombres, par les mots, par les anagrammes, ils l'ont remarqué aussi. Ils ont fait la publicité de ce pseudo-scandale-là. Qu'est-ce que ça dit sur la nature de notre réalité? Et donc ce genre de sujet-là, très très hétérodoxe, j'adore les traiter, j'adore écrire dessus, sans certitude. Et je suis reconnaissant que chez Essentiel News on soit capable de le faire et qu'on puisse le faire d'autant plus à l'avenir, maintenant qu'on a ce slogan, l'info derrière l'info, où on va jusqu'à le revendiquer. Et donc sur l'actualité en ce moment, maintenant, nous ce qu'on a prévu chez Essentiel News, que le script eschatologique, Trump, etc., c'est pas le Make America Great Again, etc., c'est un sioniste, c'est un étatiste. La résistance qui faisait de l'hyperventilation sur le sauveur, etc. On a jeté un pavé dans la mare. Même avant l'inauguration, on a dit, regardez, Eric Trump, il fait tous les signes occultes. Manifestement, il adhère à cette religion secrète des puissants. Donc, ça va être une guerre contre l'Iran, parce que c'est dans le script. Maintenant qu'on a la guerre contre l'Iran, dans la résistance, il va y avoir une grande remise en question. Qu'est-ce que ça veut dire, surtout ce feuilleton de la persécution de Trump,
toute cette publicité qu'a faite le mainstream media à Trump, sous prétexte de le critiquer, qui a conduit à son élection. J'espère que dans la résistance, on ne va pas tomber dans le piège de Obama, où il y a beaucoup d'anti-guerre américains, les Michael Moore américains, qui sont restés férus d'Obama, alors que c'était un des plus grands criminels de guerre de l'histoire américaine récente. J'espère que dans la résistance, il y aura une remise en question. Tiens, on a pensé que c'était un sauveur, maintenant on a la preuve que ce n'est pas le cas. Il ne s'agit pas que d'admettre que ce n'était pas le cas. Il s'agit de revenir en arrière et de dire tout ce reverse psychology, cette psychologie inversée, cette persuasion de niveau 1 qui a eu lieu, où on m'a fait croire que c'était l'ennemi du système, alors qu'on a prouvé désormais que c'est un agent du système et que certainement que son élection a été scriptée depuis le début. Cette remise en question-là, elle va être passionnante et on va s'efforcer d'y contribuer, de parler de cette psychologie inversée. Que si quelque chose est à la télé, dans les médias, tous les jours, toute la journée, tous les jours, que ce soit sous les louanges ou sous les critiques, ça fait partie du narratif, ça fait partie du script, et donc on va insister là-dessus. On va, en tout cas pour ma part, continuer à écrire à niveau 3, niveau 2, et je suis très content qu'on puisse le faire. Si tu veux qu'on parle plus de l'Iran et de Trump, on le fait volontiers, mais pour moi, ce qui est important, c'est ça, c'est de chercher à discerner la complexité dans ce rêve-là, où il y a une dualité dans ce rêve. À niveau 4, il n'y en a pas, mais à niveau 3, il y en a un. Il y a le bien et le mal, et donc on cherche d'avoir ce discernement et d'entretenir toutes les idées sans nécessairement les accepter. Merci. Juste, pour toi, où va le monde? Pour toi, Ikaros, où va le monde? Personne n'a cherché à répondre à cette question encore, donc je veux bien être le premier à essayer de le faire, mais c'est rien de nouveau. On est gouverné par des puissants qui adhèrent à une religion, qui est une religion de fin des temps. On connaît tous différentes religions de fin des temps, les raéliens, les machins, le temple solaire, etc. On en rigole, sauf que le monde est malheureusement gouverné par une secte qui adhère à ce genre d'obscurantisme de l'âge de bronze. Et donc dans leur script, il y a une guerre qui doit avoir lieu, une confrontation entre l'Est et l'Ouest, un clash de civilisation avec l'islam. Quand j'ai commencé à voir Éric Zemmour sur tous les plateaux de télé, enfant du système quand même, Éric Zemmour, sur tous les plateaux de télé, évidemment on fait semblant de s'offusquer de ce qu'il dit, n'empêche qu'il est invité partout, à dire on va reprendre les banlieues avec l'aide de l'armée israélienne, ça va s'appeler Opération Ronce, etc. Ah bah oui, alors effectivement, c'est le clash de civilisation qui est prévu, on fait semblant de s'offusquer de ça, mais c'est le narratif qui nous est promis. Et donc, il va falloir faire attention de ne pas tomber là-dedans, dans cette dialectique, cette fausse dialectique. Clash de civilisation avec l'islam, conflit Est-Ouest, il y a une dimension hermétique. Je crois que ça ne va pas marcher. Ce plan-là, eschatologique, de fin des temps, ne va pas fonctionner, parce que même s'ils mettent en scène une révélation des extraterrestres, etc., ça ne va pas fonctionner. Je crois que les puissants sont manipulés par des puissances archontiques extradimensionnelles, et que il ne va pas y avoir leur petit messie, ça va pas fonctionner, et ils cherchent à créer un faux éveil. Ça va finalement conduire à un vrai éveil. Et en attendant, il ne faut pas participer. Retirer son consentement, ça veut dire ne pas profiter des fruits d'un système dont on sait qu'il est esclavagiste et qu'il est corrompu. Merci. Une des choses pour moi qui est importante là-dedans aussi, c'est l'attitude intérieure, l'attitude que nous essayons d'adopter à la rédaction, mais qu'on sent aussi et qu'on a envie de transmettre et de partager. C'est-à-dire qu'effectivement, on s'intéresse à différentes mises en scène. On a un scénario A, on va dire un plan A, par exemple, voilà, l'agenda 2030,
Davos, etc., tout l'agenda de contrôle, de centralisation. Et puis de l'autre côté, il y a un plan B qui apparaît, mais où finalement, sous prétexte de sécurité, de sécurité sanitaire, de compétition, de concurrence, etc., on va quand même mettre en place les mêmes systèmes de surveillance. C'est toujours l'armement, les mêmes industries, etc., qui vont en profiter. Donc on voit bien qu'il y a un plan A, un plan B. Il y a des personnages dont on sait qu'à un certain niveau, pour moi, au niveau de la gouvernance, qu'on appelle la gouvernance mondiale, il n'y a pas moyen d'occuper certaines fonctions sans être quand même plus ou moins tenu par différents moyens de contrôle. Ça ne veut pas dire... je pense que toutes ces choses, ce sont des choses qu'il faut exposer. Ça ne veut pas dire que tout est joué d'avance, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de libre arbitre, que ces gens ne sont pas noirs ou blancs. Donc il faut avoir tendance à vraiment, en tout cas, ne pas simplifier, caricaturer, alors que c'est justement ce qui se fait un peu partout. Et on a envie de réagir avec les émotions, parce que c'est vrai que ça prend très fort émotionnellement. Mais c'est de se dire, OK, on ne sait jamais, voilà ce qui se dessine. Après, il y a peut-être des facteurs que nous ignorons, ne voyons pas, d'autres forces en jeu, qui peuvent être spirituelles aussi. Il y a des changements dans la conscience collective qui ne répondent peut-être pas toujours comme, entre guillemets, les scénarios l'ont anticipé ou l'ont prévu. Et donc, c'est aussi là-dedans qu'il faut réussir à s'engouffrer, se dire, OK, mais in fine... Les voies du Seigneur sont impénétrables, comme on dit. Donc, il faut voir tout ça, mais prendre une certaine distance. Oui, vas-y. Ouais, bien sûr. Quelle est votre proposition? Qu'est-ce qu'il nous reste comme libre arbitre par rapport à ce qui est planifié, par rapport à ce qui est programmé et voulu par les planificateurs centraux? Qu'est-ce qui, pour les uns et les autres, nous reste de libre arbitre chez l'homme? Merci. Aucune idée. Pour moi, c'est un peu le sens, c'est un peu le sens de la vie, de l'évolution de l'humanité. Je crois profondément que le sens profond de l'être humain, c'est la liberté. Et la conscience, c'est la liberté. Donc, je pense que là, en ce moment, malgré tout ce qu'on voit, justement, c'est en train d'émerger. Malgré ou à cause de tout ce qu'on observe, justement. Et tout ce qui se passe aujourd'hui, toute la censure qu'il y a sur Internet et compagnie, elle nous fait oublier que nous sommes des millions à être devenus des médias, quoi. Et donc, aujourd'hui, en fait, c'est extraordinaire. Moi, quand je vois l'information que je peux trouver aujourd'hui par rapport à il y a 10 ans, même il y a 5 ans, si je veux me passionner pour un sujet, j'en sais rien, on va dire que ce soit l'assassinat de Kennedy ou n'importe quoi d'autre, aller comprendre des gens, parfois écouter 10 personnes qui ont passé chacune 20 ans sur un sujet et qui ont écrit 10 bouquins et qui en ressortent l'essentiel avec des documents, etc. C'est extraordinaire. En une semaine, je suis à même de comprendre le résultat du travail de centaines d'autres personnes pendant des années. Donc moi, je pense que ça, c'est quelque chose de libérateur. Et donc, pour toi, qu'est-ce qu'il reste comme marge de libre arbitre? Je vois pas la marge. On l'a toujours, le libre arbitre. Ok. Non, à 100%. Dans la mesure où, à partir du moment où on n'a plus peur, je pense que si on a de l'information, ça favorise le libre arbitre. Voilà. Moi, je dirais que le libre arbitre est inversement proportionnel à la mesure dans laquelle on a délégué sa conscience, son discernement et sa voix intérieure, finalement, à la horde, qui peut être représentée par un gourou, un prêtre, une institution, etc. Et donc, les humains dits domestiqués, les porteurs de muselières quadruples injectés, qu'est-ce qui s'est passé chez eux? C'est qu'ils ont délégué, comme un animal domestique, à déléguer
Mais sans hostilité, j'établis un fait, c'est la définition du conformisme. La domestication est un mécanisme psychologique ancien, très bien connu, cultivé. Il y a un programme de domestication en cours dans le monde, on peut le dire. Ça ne veut pas dire qu'on déteste les animaux domestiques ou les humains domestiques, pas du tout, au contraire. Mais il faut quand même dire la vérité dès lors qu'on est dans une démarche de recherche de vérité. Donc la domestication implique la délégation de son discernement, de sa conscience et donc de son libre arbitre à la horde, au berger, à l'institution, à l'église, à l'État, etc. Et donc on n'a pas tous le même libre arbitre. Et d'ailleurs, quand on va jusqu'au fond des choses, si on cherche vraiment au fond notre souveraineté, la chose, qu'est-ce que je sais, il n'y a qu'une seule chose que je sais, c'est que je suis et que je ne sais rien. Et donc quand on en est là, eh bien, on n'est même plus manipulé par les sens, dont on ne sait pas vraiment s'ils reflètent la réalité. La seule vraie réalité, c'est ce qu'on disait avant, c'est le ici et le maintenant, c'est je suis. Et pour le reste, il y a un doute. Et donc le libre arbitre, à moins d'être à ce niveau-là, il n'est jamais absolu, parce qu'on est manipulé, évidemment par la télévision au niveau zéro, mais en fin de compte, même si on est dans une démarche de recherche de vérité, à moins qu'on soit dans une compréhension, une autoréalisation complète, ce qui est pas mon cas, eh bien on a un déficit de libre arbitre. Et donc ce déficit, il est plus ou moins grand selon la mesure dans laquelle on délègue qui on est à l'extérieur, à autrui. Donc ce serait comme ça que je répondrai à la question. Isabelle, peut-être. Tu as posé la question, mais tu n'as pas donné ton... Je copier-coller, si tu permets. Je partage cette, en tout cas, première partie de réponse où notre libre arbitre est proportionnel à notre degré de conscience et tout ce qui nous conditionne et nous façonne dans l'existence. Mais je rajouterais aussi le facteur de quelle manière nous nous identifions. Combien nous nous identifions à un événement, à une idéologie, à un narratif. Je pense qu'il est aussi le libre arbitre proportionnel à notre capacité à nous désidentifier finalement de l'actualité et de tout ce qui nous impacte de l'extérieur et à se recentrer sur ce que j'aurais envie de dire, sur ce nombre d'or que nous portons tous en nous, qui est ce décret divin ou ce dépôt universel qui nous habite absolument tous, sans exception. Enfin, quoique, ça c'est encore une question. Je ne sais pas s'il n'y a que des êtres humains sur la Terre. Ça, c'est une vraie question. On en parlera dans la deuxième partie de notre émission. Moi je parle des vrais êtres humains, eh bien pour les vrais êtres humains que j'ai vraiment beaucoup côtoyés par bonheur, et bon évidemment que j'espère que nous faisons tous partie de ceux-là ici, j'ai observé qu'ils portent en eux comme une forme de... Enfin, le nombre d'or, quoi, une espèce de marqueur universel qui se caractérise par des valeurs uniques qui sont ces grandes valeurs qui nous habitent chacun dans notre métier et tous dans notre existence, qui sont bêtement des valeurs d'amour, de partage, d'intelligence consciente, bien sûr, et d'allégeance aux lois de la vie, aux lois du vivant. Et c'est quelque chose qui est difficile à décrire, mais que nous portons tous en soi de manière vraiment très intuitive et très naturelle. Et quand on s'incline devant ce nombre d'or intérieur, avec une forme de paramétrage, c'est même pas du paramétrage en fait, c'est naturel, c'est là, voilà. C'est difficile à le décrire et à le définir, mais cette référence spirituelle qui nous habite, eh bien, quand on se centre sur elle et que nous nous dépossédons de notre ego et de toutes nos fabrications intellectuelles, de toutes nos formes d'identification finalement, quand on se laisse traverser par ça, avec un grand C, eh bien, je pense que finalement, la question du libre arbitre ne se pose plus parce que c'est... Voilà, 3 petits points. Moi, je pense, une question que je voudrais poser encore, peut-être avant de revenir, entre guillemets, peut-être à du niveau 1, après dans la discussion. Mais ce dont nous avons parlé un petit peu, c'est notre position, on va dire, en tant qu'individu. Voilà, notre chemin personnel.
mais comme on est quand même pas mal sur la Terre, qu'à un moment, il faut quand même s'entendre. Donc, nous sommes face à différents scénarios qui ont été concoctés du vivre ensemble, on va dire, voilà, qui ont été présentés et pensés parfois voilà, par certains planificateurs centraux, comme on les appelle, ou d'autres. À votre avis, est-ce qu'il y a moyen et comment est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a déjà des ébauches de vivre ensemble sur cette planète, au-delà simplement de l'attitude intérieure, par des systèmes politiques? Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme plan C, je vais dire. Voilà, comme autre forme, que ce soit politique ou autre, voilà, de fonctionner ensemble. C'est quand même important. Jean-Dominique? Non. Parce qu'il va falloir qu'on arrive avec nos propres propositions. Ça ne veut pas dire qu'on doit les imposer. Mais... Oui, merci de poser la question. Moi, j'ai un peu de peine à vous suivre parce que je ne réfléchis pas dans les mêmes termes que vous. En même temps, je trouve très intéressant de vous écouter. D'ailleurs, dans la nouvelle ligne éditoriale prise par Essentiel News, je lis très attentivement, mais avec presque l'impression de faire l'ethnographie. Ce n'est pas du tout comme ça que se situe ma propre démarche de connaissance et je n'arrive pas aux mêmes conclusions intermédiaires que vous. Donc voilà, l'altérité, elle est intéressante. Ce n'est pas une critique, c'est juste le fait de dire qu'on est sur des chemins qui sont assez à distance pour un ensemble de raisons. Et cette nouvelle question me met à nouveau dans cette distance parce que si j'ai au fond une conviction, c'est qu'aucun d'entre nous n'en sait rien. Et que le piège, c'est qu'on fait toujours référence à la patte dont on est modelé, c'est-à-dire au fond une mentalité qui est déjà dépassée, dans un effort de penser ce qui est en train d'advenir et dont on n'a absolument aucune idée parce qu'on est dans une bifurcation qui conduit vers de la singularité. Et donc, par rapport à ça, je ne sais pas dans quel niveau je me situe, mais moi j'essaye de toujours rester fidèle à ma propre démarche de connaissance qui est phénoménologique. Donc j'observe les éléments concrets qu'il y a dans la réalité. Ça, c'est des éléments probants. Quand quelqu'un dit quelque chose, quand Brigitte fout une baffe à Emmanuel, ok, ça c'est concret. Ça s'est vraiment passé. Ça a peut-être été scénarisé. Ça s'est passé dans l'ouverture de la porte d'avion. Il y avait des photographes derrière. Donc, comme tout de suite, on nous a dit « mais non, c'était pas une baffe, ils se sont pas chamaillés », je me dis peut-être que c'était scénarisé pour générer le clivage. On vous montre quelque chose et on vous dit « non, non, non ». Donc ça, c'est l'élément d'incertitude, j'ai envie de dire, dans lequel je suis. Puis une fois qu'on fait une moisson d'éléments probants, eh ben, il y a une démarche inductive, c'est-à-dire d'essayer d'imaginer les hypothèses qui permettent de donner de la cohérence aux différents bouquets d'éléments probants dont on dispose, mais toujours, et je rejoins totalement Ikaros, dans un respect de l'incertitude. C'est-à-dire que vous avez beau être convaincu qu'une hypothèse est juste, peut-être qu'elle sera fausse au bout du compte. Puis il y a un truc dont attends, les archontes, bon, j'ai lu les manuscrits de Nag Hammadi sur la pensée gnostique. Oui, c'était joli à cette époque, mais là j'ai un peu de peine, et puis si ça se trouve, c'est ça le réel. Donc pour moi, c'est aussi la manière de toujours refuser d'avoir une opinion. Je sais que ça peut sembler bizarre, mais vous savez, il y a un petit dicton en anglais un peu cruel qui dit « Un avis, c'est comme une certaine partie de notre anatomie, on en a tous au moins un. » Parce que j'ai telle ou telle opinion sur tel élément de réalité, it doesn't mean shit. Ça ne change rien au fait que la réalité est comme elle est. Et le piège qu'on a souvent, c'est de s'enferrer dans et le contraire de la démarche de connaissance inductive que je décris ici, c'est la démarche déductive où vous partez d'une hypothèse, puis vous allez chercher dans la réalité les éléments qui vont confirmer votre... Alors ça, c'est un biais de confirmation, on est tous conscients. Par contre, le risque existe de notre côté de la barrière d'entrer là-dessus. Tu disais, Ikaros, on a la preuve que Trump, en fait, n'est pas un sauveur. Non. Alexis Cossette, il pense qu'il a fait semblant de bombarder l'Iran, en fait, sans faire aucun dégât, parce que ça permettait de rassurer Netanyahou qui veut baiser au bout du compte, d'après certains, et puis que ça donne l'apparence qui est nécessaire pour que le plan génial de Trump soit encore en train d'avancer. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que moi, je ratisse toutes les hypothèses qui vont de David Icke jusqu'à Alexis Cossette. Parce que si ça se trouve, peut-être que l'un des deux a raison,
Et puis, dans une démarche un peu bouddhiste, on pourrait dire que la vérité est probablement quelque part entre deux. Mais ce qui est intéressant, c'est que quels que soient les éléments de réalité, ni Ike ni Cossette ne démordront jamais de leur hypothèse. Même si Trump nucléarise l'Iran, Cossette dira encore « Vous n'avez rien compris, c'est une fausse bombe atomique, ils sont tous de mèche, Poutine était au courant. » Vous voyez ce que je veux dire? Parce que quand vous avez mordu à une définition identitaire de vous-même par une théorie que vous avez fait vôtre, vous êtes foutu pour la connaissance. Et donc, moi, j'essaye d'être toujours aussi dans cette... Alors, mais de nouveau, ce n'est pas une critique, parce que j'aime beaucoup vos spéculations. Elles m'intéressent, elles me décentrent, elles m'amènent dans des domaines où je ne serais pas allé par moi-même. Donc, j'en prends connaissance avec beaucoup d'intérêt. Mais moi, je reste toujours aussi dans cette ouverture en me disant, au fond, les hypothèses fluctuent en fonction des éléments dont on dispose. Aucun d'entre nous n'est omniscient, donc ne peut savoir à coup sûr si c'est ceci ou cela. Et puis, comme je le dis souvent, moi, je rêve en permanence de me tromper. Parce que les hypothèses qui me paraissent les plus fortes aujourd'hui dessinent effectivement un monde qui n'est pas encore très sympathique. Donc, j'espère me tromper, mais si je ne me trompe pas, de toute manière, arrivera quelque chose, pour revenir à ta question, qui ne ressemble pas. Alors, je dis ça souvent parce que on ressent cette frustration de se dire mais qu'est-ce qu'on pourrait faire, on fait des initiatives, elles ne servent à rien, tout ce qui a marché dans le passé ne marche plus, donc on se frustre, et puis on n'a rien en termes de puissance, de pouvoir, de levier, de moyens comme ce qu'ils ont en face de nous, donc a priori on est très 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 mal barré. Et puis moi j'ai coutume de dire mais c'est peut-être ça la solution. Vous savez, en systémique, il y a cette idée que souvent les solutions qu'on trouve sont encore pires que le problème qu'on cherchait à résoudre. Et donc la solution devient le problème. Et là je dis, mais si c'était pour une fois dans l'autre sens, si le problème qu'on a était en fait la solution, et si le fait qu'on n'ait pas de solution, qu'on ne sache pas comment faire, qu'on ne voit pas ce qu'il faudra, par quoi il faudra remplacer le monde en temps d'effondrement, au fond était le chemin. Et puis je terminerai avec une dernière considération, elle n'est pas très gentille, donc je m'en excuse, mais c'est que ce monde se fera sans nous. Nous, on est dépassés, on est hors du jeu. On est dans la position des anciens dans les sociétés traditionnelles. Et ça ne veut pas dire qu'on n'ait pas de pouvoir d'agir. On a un très beau pouvoir d'agir. Mais ça se fera sans nous. C'est les nouvelles générations qui sont aux commandes. Comme tous les vieux cons, on a tendance à se dire ils sont incultes, ils sont inéduqués, ils n'ont aucune idée, ils sont dans l'illusion, ils croient à des chimères. Moi, ce que j'observe des jeunes n'est pas du tout de cette nature. Au contraire, pour un ensemble de raisons, oui, ils sont assez incultes, mais dans le sens de la culture classique. Ils n'ont pas lu Balzac, Molière un peu, mais enfin, vous voyez, je veux dire, ils n'ont pas les humanités comme nous on avait. Par contre, j'ai l'impression qu'au niveau de l'intuition et de la construction intérieure, ils sont très aboutis. Et donc, ça m'intéresse de voir à quoi ils vont arriver, parce qu'il y a aussi cette phrase magnifique du prophète qui m'inspire beaucoup, qui dit « Ne cherchez pas à ce que vos enfants vous ressemblent, cherchez-vous à leur ressembler, parce que la vie ne revient jamais en arrière. » Et donc, de toute manière, nous, on est hors jeu. Mais c'est peut-être une bonne nouvelle, parce que notre génération, elle a quand même vachement foutu la merde. La question, c'était, est-ce qu'on a des pistes pour un nouveau vivre ensemble par rapport à tous ces plans dont ça c'était la question de départ. Après, bon, Jean-Dominique nous a emmenés ailleurs, donc voilà, réagis à ce que tu veux. Eh bien, j'ai 4 enfants, 4 petits-enfants, et j'ai une responsabilité naturelle de les instruire. Ça ne veut pas dire leur imposer des croyances ou des certitudes, mais leur donner les outils intellectuels, affectifs, émotionnels, financiers qui leur permettent de découvrir qui ils sont et de vivre libres et souverains. Et donc, c'est pas fini pour nous. Si on n'a pas des enfants, on a des petits-enfants. Et si les petits-enfants sont déjà grands, on a des arrière-petits-enfants. Donc, on a une responsabilité d'exemple et d'instruction. Ensuite, s'il me posait la question, mais alors quel est le système si la gauche cherche l'État-maman, la droite cherche l'État-papa, mais toi tu me dis que je suis souverain et que je me gouverne moi-même, alors quel est le système? La réponse que je donnerais, toujours avec la même humilité, serait de dire la liberté est congruente de beauté et de prospérité. Et donc, le système, c'est l'absence de système.
Et j'emploierai pas le terme anarchie, parce que anarchie, c'est imposer l'absence de système. Mais si quelqu'un veut un système, un contrat social auquel il souhaite souscrire, il doit pouvoir le faire volontairement. D'ailleurs, si on vivait dans une société libre, je ne serais pas un autiste en forêt qui accumule de l'or et refuse de redistribuer le fruit de mon travail. Au contraire, je veux aider les gens qui ne peuvent pas produire suffisamment de richesses pour subvenir à leurs besoins. Donc je souscrirais volontairement à un contrat social. Il y a de la vertu dans la coopération, dans la redistribution de richesses, pour autant que ça se fasse volontairement. Et donc ce serait ça la réponse. Ce serait le but de la civilisation, c'est la décentralisation jusqu'au niveau de l'individu. L'État veut le contraire, il veut la centralisation le plus loin de l'individu possible. Moi je dirais ce serait le contraire. Dans mon domaine qui est celui de l'informatique et de la sécurité sur Internet, je tiens le même genre de discours. Le but, c'est l'opacité totale des individus, ou la sphère privée, mais j'aime bien l'appeler opacité parce que c'est un peu controversé, mais la sphère privée des individus et la transparence complète des institutions, si on a encore. Ils veulent le contraire, ils veulent l'opacité des institutions, la transparence des individus. Donc c'est généralement assez facile, on prend ce qu'ils préconisent, on le tourne à l'envers, 180 degrés, et c'est généralement ce qu'il y a de mieux pour l'humanité. Donc en l'occurrence, si on devait mettre un mot, ça serait panarchie, c'est tous les systèmes peuvent coexister, fondés sur la règle d'or, non-initiation de la violence. Et d'ailleurs en Suisse, on a un système politique extrêmement décentralisé, où chaque commune se fait concurrence, au sein de chaque canton qui eux-mêmes se font concurrence. D'un point de vue institutionnel, le pays lui-même et en concurrence avec les autres pays pacifiquement, mais en termes de politique fiscale, en termes de gouvernance. Et ça conduit à une meilleure gouvernance. Donc je dirais, dans la mesure où je ne sais pas quelle est la panacée, je ne crois pas qu'il y en ait, de la même façon qu'il n'y a pas un seul système éducatif qui convienne à tous les enfants, de la même façon il n'y a pas un contrat social qui convienne à tout le monde. Donc c'est la multiplicité des contrats sociaux et l'adhésion volontaire à ce qui nous convient le mieux. Et j'avais fait chez Liliane une présentation, je faisais l'analogie entre cette organisation politique-là fondée sur la liberté et l'open source, parce que l'open source est la meilleure démonstration de la supériorité de la liberté individuelle, de l'action humaine unilatérale et libre pour la création de richesses et de bonheur en fin de compte. Alors pour moi, la société idéale, et je vais m'en expliquer, c'est moi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, et c'est chacun d'entre vous réduit au périmètre de qui vous êtes et qui nous sommes. Je m'explique. Au début, j'étais une immense idéaliste. Donc déjà depuis l'âge de 20 ans, 25 ans, je me suis impliquée pour énormément de mouvements et d'ONG, dites pacifistes. Donc j'ai participé d'abord, pendant 15 ans, j'ai travaillé à la Croix-Rouge internationale, dans l'humanitaire, pensant servir mon prochain et faire des grandes choses pour le monde. Donc je me suis dit, moi, Isabelle Alexandrine Bourgeois, je vais changer le monde, je vais voler au secours de toutes les victimes des conflits armés et mon Dieu, comme je vais être utile. Et ben, il m'a fallu finalement assez peu de temps pour me rendre compte que je n'étais là que pour soulager ma conscience, me rendre utile et finalement servir mon ego. Et qu'en voulant aider, j'ai été beaucoup plus finalement prédatrice de l'humanité qu'une vraie valeur ajoutée pour amener de l'amour au monde. Alors, je suis un petit peu dure avec moi, mais je pense que si je me caricature, on n'est pas loin du compte. Qu'en voulant aider, j'ai contribué à placer les bénéficiaires dans beaucoup plus de dépendance, finalement, que de les laisser finalement livrer à leurs propres problématiques, afin qu'ils puissent trouver par eux-mêmes les ressources pour s'en sortir tout seuls. Donc ça m'a pris 15 ans, mais je m'en suis guérie. Donc je me suis déjà pas mal dégonflée avec le CICR. Après, j'ai voulu encore sauver le monde en participant à la première marche mondiale pour la paix et la non-violence. Avec un groupe de marcheurs, on a traversé 75 pays, parcouru 150 000 kilomètres, avec des banderoles, Peace and Love. On donnait des conférences sur la paix un peu partout dans le monde entier. On a été reçus par des chefs d'État. Là encore, je me suis dit, mon Dieu, mais je vais faire du bien pour la planète. Je vais être très utile et mon Dieu, qu'est-ce que le monde ferait sans moi ? Et ben, au bout de 10 jours, on s'est tous engueulés dans le groupe dit des marcheurs pour la paix.
Et là, rebelote, grosse prise de conscience, je me suis dit, non mais quelle est la partie de moi qui n'est pas encore en paix pour que finalement on se foute tous dessus, puisque je suis convaincue, ça n'appartient qu'à moi, mais qu'on est générateur de notre réalité, qu'on est créateur de notre réalité. Et donc ça m'a permis de me remettre en question, de me dire mais qu'est-ce qui n'est pas encore pacifié en moi pour que ma réalité présente fait qu'on s'engueule tous dans cette marche mondiale, et qui a quasiment fini par le meurtre de l'organisateur de la marche mondiale, par un des participants qui n'a pas supporté qu'on lui déplace sa paire de pantoufles ou de prendre le bus un peu trop tôt pour lui. Bref, grosse baffe, et je me suis encore un peu dégonflée. Et puis arrive... bon an, mal an, d'autres formes d'expériences où je me suis rendu compte que finalement, la société idéale n'est pas tant celle qu'on se projette ou qu'on s'imagine. Qui sommes-nous pour imaginer ce qui est bon pour les autres et ce qui est bon pour le monde? Donc j'ai compris qu'il fallait que je pulvérise tous mes croyances en lien avec la définition du bien, finalement, et même la définition du mal. Et que passer ce cap de la définition et de l'identification, justement, au bien et au mal, eh bien, j'en suis arrivée à la toute petite conclusion que la solution idéale, c'est de chercher à être la plus jolie expression de moi-même, ici et maintenant, dans mon quotidien, en faisant des tout petits pas pour mon voisin, pour ma famille, pour mes amis, pour sauver enfin sauver, c'est encore un terme qu'il faut que je sorte de mon vocabulaire, mais sortir une petite abeille qui est en train de se noyer dans une piscine. Et voilà, je crois que pour moi, la société de rêve, c'est celle que je construis sur le périmètre de mes petits sabots. Et ça s'arrête là. Et j'essaie de faire du mieux que je peux dans ma réalité directe, avec beaucoup de modestie et d'humilité. Et je continue à essayer de broyer les parties égotiques de ma personnalité pour n'être plus que... Comment dire, plus que la vie en mouvement, en ombre comme en lumière, avec nos points forts et nos points faibles, et s'accueillir aussi dans ces zones, dans ces contrastes. Parce que finalement, si la saveur de l'existence n'était pas finalement dans l'appréciation de ces contrastes, c'est vrai que grâce, entre guillemets, aux guerres, eh bien, j'ai pu, tout du moins l'ai-je cru, me rendre meilleure. S'il n'y a pas de guerre, comment est-ce que j'aurais façonné, amélioré, toiletté la texture de mon âme et de mon être? Donc je remercie aussi les bourreaux et les faiseurs de guerre, en ce sens qu'ils m'ont permis de me désidentifier de mes définitions du bien et du mal, et puis de me rendre un petit peu meilleure, mais surtout de me désidentifier à toute forme de croyance et à toute forme de définition. Et donc je n'ai plus que cette réalité ici et maintenant, qui fait foi au propre comme au figuré. Merci. Oui, j'aimerais rebondir brièvement parce que je crois que vous dessinez très très bien en fait la phase dans laquelle on est. Je souscris à peu près à tout ce que tu as dit, Carlos, sur ce qui serait souhaitable pour la suite, mais tu vois, on n'est pas de la même génération. Moi, ça fait un moment que j'avais des enfants qui avaient 4 ou 5 ans. Et au fond, ce dont tu es en train de faire la démonstration, c'est à quel point les nouvelles générations, ayant accès à beaucoup plus d'informations, ayant beaucoup plus de référentiels disponibles, sont mieux aptes à penser ce qui serait organique, ce qui tiendrait la route. Parce que de l'époque dont nous sommes en train de sortir, la modernité, on a été dans le piège du mental. Décréter que les choses devaient être d'une certaine manière, et puis on cherchait à faire rentrer le réel dedans à coups de chausse-pied ou à coups de bâton, sans apprécier est-ce que c'est organique. Est-ce que ça tient la route? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bienfaisant? Et ton idée d'opacité sur la vie privée et de transparence de la vie publique est excellent. Tu rappelles la subsidiarité en Suisse. C'est quoi? C'est l'idée, c'est qu'il faut toujours laisser à l'endroit le plus judicieux les centres de responsabilité. L'individu, la famille, puis la communauté, la commune. Et ce qui vraiment ne peut être traité qu'à des échelons supérieurs, c'était magnifique comme vision des choses. Pourquoi? Parce que c'est très organique. Et donc, quand je dis on n'a pas la solution pour l'avenir, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien.
Ça veut dire que le monde dans lequel on a grandi et dans lequel on a appris à penser est en train de s'effondrer, et c'est bien à beaucoup d'égards. Alors je donne juste un exemple de ce processus en cours. La médecine, elle est devenue complètement inhumaine, elle est devenue complètement corrompue, mais qu'est-ce que ça génère ? Le fait que les gens se mettent massivement en mouvement pour se soigner autrement. Il y a des gens, il y a nos amis de la Ligue sur les vaccinations qui sont là aujourd'hui pour la liberté de la vaccination. Il n'y a pas de stratégie de communication plus efficace pour ouvrir les yeux quant à la réalité des dangers de la vaccination que ce qu'ils sont en train de faire. C'est une expérience à ciel ouvert et on voit que la perte de confiance est massive. Donc vous voyez, c'est là où rejoignant l'idée des cellules imaginales, je crois que c'est en cours. Et qu'en fait, tout ce qu'on est en train de mettre en place, à travers des réseaux comme Solaris, à travers le local, à travers l'organique, c'est juste ce monde en train d'arriver. Et un autre élément qui m'inspire beaucoup confiance, c'est de voir à quel point, effectivement, aujourd'hui, par ces canaux de communication qui sont grands ouverts, mais c'est extraordinaire tout ce à quoi on a accès et ils ne peuvent plus refermer. Ils peuvent censurer les voix les plus dérangeantes ou les plus polarisées. Mais voyez, cette connaissance, cette conscience collective est en train d'émerger. C'est juste magnifique. Et puis merci Isabelle d'avoir rappelé que trop souvent l'activisme, c'est aller chercher dans du faire ce dont on manque à l'intérieur. Moi, j'ai aussi vu des formateurs en communication non violente se crêper le chignon, s'insulter, se taper dessus. Et puis c'est intéressant parce que c'est pas juste pour dire, certainement pas pour dire que la communication non violente c'est pas bien, c'est très bien, mais ça montre comment on va chercher en devenant formateur en communication non violente le fait de ne pas rencontrer sa violence. Donc là, je crois que les nouvelles générations, elles vont être beaucoup moins, alors je sais pas s'il faut dire idéalistes ou platoniciens, mais beaucoup moins cérébrales que nous, parce que nous on se disait qu'en militant, en tenant des discours, ça allait améliorer les choses sans tenir compte de l'être. Et donc, pour moi, la question, ça n'est même plus celle du vivre ensemble. Ça dépend du contrat social, de toutes sortes d'institutions. C'est l'être ensemble. Comment est-ce qu'on apprend à être ensemble d'une manière qui n'est pas problématisante, mais qui est accueillante de la diversité et de trouver d'instant en instant les manières de bien être ensemble, que ça génère quelque chose de beau, de bon, de juste et de vrai. Et ça nous ramène chez Platon. Moi qui ai deux jeunes, 21 et 23 ans, je remarque une chose vraiment qui confirme ce que tu dis, c'est être ensemble. Ils ont grandi, enfin moi j'ai grandi dans des écoles où si on n'arrivait pas soi-même à trouver la solution, et si jamais on avait demandé à un camarade et que ça se savait, gare à vous, hein. Donc c'était vraiment, on avait triché, on avait demandé à quelqu'un d'autre de vous aider, et bon c'était... On se cachait, j'étais dans un pensionnat, il fallait se cacher pour aller se consulter. Moi, j'étais dans maths et toi, tu me fais mon truc. Et eux, ils ont grandi. Moi, je vois bien, ils sont tout le temps en ligne, tout le temps, toute la journée. Mais ils se parlent. Ben, bien sûr, ils se voient aussi en dehors. Mais je veux dire, ils travaillent ensemble, ils étudient ensemble, ils travaillent ensemble. C'est vraiment naturel chez eux. Alors que nous, on a vécu dans cette idée de compétition, de devoir être le meilleur, chacun pour soi, et puis il y en a un qui l'emporte sur l'autre. Là, c'est vrai que c'est fondamentalement différent, la génération qui monte aujourd'hui. J'ai vu une autre chose qui était très intéressante dans mes expériences. À un moment, j'ai fait partie du conseil de European Council for Steiner-Waldorf Education, un lobby à Bruxelles, qui réunissait les différentes fédérations d'écoles. Et là où c'était très intéressant, c'est qu'en fait, ces écoles s'interrogeaient beaucoup sur les formes de leadership, parce qu'elles avaient toutes la même philosophie, hein, l'anthroposophie, même type d'éducation. En principe, toutes les décisions doivent être prises, on va dire, en commun, voire au consensus. Et puis, on était confrontés avec des pays où, par exemple, l'Autriche, les Pays-Bas, la Suisse, hein, où on avait évidemment un système où ce type de pédagogie existait depuis près d'un siècle. Et puis des pays, par exemple, des pays de l'Est, qui, eux, ont dit « Oui, mais nous, on connaît le consensus, est-ce que tout le monde est d'accord, on lève sa main, etc. » Et donc, ce qui était intéressant, c'était de voir comment il y avait vraiment une réflexion, comment est-ce qu'on va faire pour avoir un leadership qui soit fonctionnel et qui soit en même temps juste et qui corresponde à nos valeurs. Et tout le monde il y avait une vraie recherche. Et tout le monde était confronté à des difficultés terribles. Mais il y avait une ressource énorme de se dire, si on prenait
toutes ces expériences et qu'on les mettait ensemble, au départ, on cherchait peut-être à trouver la solution, la forme parfaite. Et au bout d'un moment, on se rend compte que non, en fait, ce qui est important, c'est de partager nos expériences et que d'un contexte à l'autre, moi, j'étais justement, on va dire, dans la direction, on va dire, si on peut dire, parce que soi-disant, il n'est pas censé en avoir une, mais à un moment, il faut bien qu'il y en ait une quand même, de mon école. Et je vois bien qu'en fonction des gens qui composaient tout simplement l'école, les professeurs, etc., eh ben, c'était pas nécessairement une forme, on va dire, de gouvernance ou de leadership ou d'organisation qui prévalait, mais que c'était vraiment l'idéal, en fait, c'est que c'était quelque chose qui devait s'adapter. Et ça, pour moi, ça a été vraiment une richesse de pouvoir comprendre les leçons qui étaient données dans ce contexte. Et je pense qu'il y en a plein, en fait. Il y a énormément de solutions. Et oui, c'est quelque chose de vivant. Donc ça, je crois que ça rejoint un peu ce que tu as dit. Pas l'anarchie, mais la panarchie. Et voilà. Il y a une autre chose, un autre mot qui a été prononcé 2 fois, la Suisse. Et moi, je pense que j'étais en train de me faire la réflexion. Si j'étais pas en Suisse, on n'aurait pas la même conversation aujourd'hui. Il y a quand même une conscience particulière. Moi qui suis belge, je vous le dis. Il y a un esprit particulier en Suisse. Il y a cet esprit d'autonomie, de liberté, d'indépendance, de neutralité, de réflexion, de devoir souvent voter, s'exprimer. Alors, où va-t-elle ? Ça, c'est la question qu'on peut se poser aujourd'hui. Mais c'est dans l'esprit, c'est dans la culture, par rapport à des pays où on l'a jamais... Enfin, je veux dire, où c'est plus ou moins absent. Et donc, je pense qu'il y a un rôle vraiment important de la part de la Suisse. Et là, je vais m'adresser aux Suisses. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui et quel est ce rôle et comment est-ce qu'on... Voilà, il est confronté à quelques dangers, je pense. Voilà, est-ce qu'on peut parler un petit peu de la Suisse ? Je ne sais pas qui veut commencer. Isabelle, un de vous trois. Icaros ? Ah, ouais. Et puis après, quand même, les questions. Hein. Tu me permets de faire une aparté avant de répondre sur la Suisse, parce qu'on m'a posé la question tout à l'heure au buffet, et c'est un sujet qui est à l'intersection parfaite entre ce dont on a parlé en termes de délégation de sa conscience et de où va le monde. Et ce sujet, c'est celui de l'intelligence artificielle. Et je ne vais pas déblatérer des platitudes que tout le monde a déjà entendues. La première chose que je veux dire, c'est que je suis la personne la plus anti-gadget que vous rencontrerez jamais. C'est pas demain la veille que j'aurai une voiture qui conduit toute seule. Je déteste les smartphones. J'ai pas de télé à la maison. Je suis extrêmement sceptique du Wi-Fi, etc. Pourtant, je suis ingénieur de l'EPFL et je travaille dans la technologie. Donc, je suis pas du tout gadget. Et pourtant, l'intelligence artificielle et les nouveaux modèles de langage relèvent, à mon avis, de la science-fiction complète. Donc c'est pas un hype, c'est vraiment, vraiment révolutionnaire, quasi eschatologique. Quand on parle de singularité, voilà le scénario qui conduit le plus vraisemblablement à une espèce de singularité. Pourquoi j'aborde cette question de l'intelligence artificielle ? C'est parce que ça va être extrêmement facile précisément de déléguer ses goûts, sa conscience, son discernement à l'intelligence artificielle. C'est extrêmement facile à faire, de demander à la machine ce qu'on a envie de manger ce soir, ce qu'on devrait faire pour sa santé, et ceci et cela. Donc c'est non seulement l'institution qui va le faire en termes de décision judiciaire, par exemple en termes de loi. Ah, c'est l'intelligence artificielle qui a décrété ça, c'est forcément mieux, ça échappe à notre entendement, mais on peut totalement déléguer son discernement que au niveau individuel. Alexa, qu'est-ce que j'ai envie de manger ce soir, quelle est la musique à laquelle je dois écouter. Ça a déjà commencé, quand on délègue à Spotify le choix de la musique qu'on va écouter, c'est déjà ce qu'on est en train de faire. Et donc l'intelligence artificielle a ce caractère accélérationniste où vraiment ces deux humanités-là qu'on distingue. Je ne pense pas qu'il existe des zombies philosophiques, mais il y a des humains, donc je pense que tous les humains ont une âme, même si c'est un vieux débat et qu'il est légitime, tous les humains ont une âme, mais il y a une partie de l'humanité qui, à ce stade, a totalement délégué sa conscience. Si la télé leur dit « le ciel est jaune », répète, ils répéteront. Et donc l'intelligence artificielle va accélérer cette
cette divergence, cette bifurcation. Parce qu'en même temps, ça représente un outil formidable. Et là, je vais vous donner 2 exemples. Donc, je ne suis pas un primitiviste. Je ne rejette pas la technologie simplement parce que c'est de la technologie. J'utilise l'intelligence artificielle pour 2 choses. Premièrement, pour écrire du software. Donc là où l'intelligence artificielle excelle dans le langage naturel, comme le français, l'anglais, elle est excellentissime pour le langage formel, donc le langage de programmation. Mon métier, c'est en ce moment d'aider des organisations de la résistance à échapper à la surveillance et la censure. Je fais de l'intégration open source pour des organisations qui veulent se détacher du big tech, de MailChimp, de YouTube, etc. C'est ce que je fais. Or, ma productivité a été décuplée par ces outils-là. C'est-à-dire que je suis capable de prendre des modèles d'intelligence artificielle. J'aime bien les modèles open source, self-hostés, parce que je n'ai pas envie d'alimenter la machine. Mais je les prends, je lui demande de m'écrire du code. Il m'aurait fallu 10 heures avant, maintenant c'est fait en 10 minutes. Et ça, je le mets au service des organisations qui font de leur mieux pour diffuser leur compréhension de la vérité. Ça, c'est utile, du coup, à l'humanité. C'est véritablement émancipateur. Un deuxième exemple, c'est un élève que je suis dans le village en montagne où on habite. Il y a un élève un étudiant qui était au lycée, puis ils ont cherché à lui imposer la muselière à l'école, donc il a quitté le lycée, il est allé passer 1 an dans un monastère Shaolin, faire du kung-fu et du bouddhisme zen pendant 1 an, en autarcie complète, vivre comme un ascète. Donc j'ai beaucoup d'admiration et de respect pour ça. Et, au moins, il n'a pas dû porter la muselière là-bas. Et quand il est revenu, il m'a dit « J'aimerais quand même avoir la matu, parce que j'ai envie de faire des études d'ingénieur. » Qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Et je lui dis, on peut travailler ensemble. En 2 ans, tu peux avoir la matu en candidat libre. Tu te pointes à Berne et tu passes les examens. Et si tu as la discipline, parce que tu t'es tapé 1 an de moine Shaolin, tu as la discipline de t'astreindre au travail. En 2 ans, tu peux faire ce que les autres font en 4 ans à l'école. Mais c'est toi qui vas le faire. Moi, je vais être là pour te guider un peu, être le tuteur, mais c'est toi qui vas le faire. Il suffit de choisir les bons livres et ensuite d'avoir la discipline, la constance. Et là, il est sur le point de terminer. Mais je vous en parle parce que l'intelligence artificielle, la façon dont on s'en sert, on est capable d'uploader un examen de matu, un examen blanc, résolu, et de lui demander de corriger. Il va corriger, mais avec un niveau de qualité. Évidemment, je vérifie que les maths, elles sont correctes. 99% du temps, c'est parfaitement correct. C'est comme avoir un professeur, mais qui travaille en quelques secondes. Il peut corriger l'examen, il peut donner la solution circonstanciée si elle est incorrecte, et il peut générer 10 examens semblables en quelques minutes. Et donc, s'il a un livre à lire pour ses examens oraux, évidemment qu'il faut lire le livre, mais si on demande à l'intelligence artificielle à l'avance, on fait le prompt, bien, résume-moi le livre, les concepts essentiels, les concepts dans le contexte de la pensée de l'auteur dans le contexte de son milieu et de son époque, il vous fait un résumé de 3 pages. Si on lit ces 3 pages avant d'aller effectivement lire le livre, on est infiniment plus productif et ensuite on peut travailler avec l'intelligence artificielle pour s'entraîner aux oraux. Et donc là, on l'a dompté, on a vraiment dompté le modèle, elle est à notre service. Et c'est émancipateur. On est capable, en 2 ans, de passer un examen de maturité qui nous aurait fallu 4 ans à l'école, se taper les cours, etc., avec toute la propagande qui vient avec, la muselière, en l'occurrence. Et donc, l'intelligence artificielle vraiment représente ce thème-là qui est au point d'intersection des sujets qu'on a abordés aujourd'hui. Et on ne peut pas se poser la question de savoir où va le monde sans se demander l'usage qu'on va faire de cette technologie. La boîte de Pandore est ouverte. Personnellement, je suis en faveur de la prolifération maximale parce que la régulation, ça veut dire octroyer un monopole au pouvoir et ça, c'est pire que tout. Et donc, la boîte de Pandore est ouverte, les modèles open source existent. Le seul recours qu'on a, c'est la prolifération maximale, qu'on ait des modèles au moins aussi bons que les puissants. Par contre, il va s'agir individuellement de décider de quel côté on se place. Est-ce qu'on se fait domestiquer par l'intelligence artificielle ou est-ce qu'on la domestique soi-même? Et les deux sont possibles et ça va se faire individuellement. Mais ça, je pense que ça va aller très vite. Donc, je n'ai pas répondu à la question sur la Suisse, mais... Merci beaucoup d'avoir
évoquer ce sujet, pas plus qu'évoquer, qui est essentiel. Donc voilà, un tout grand merci certainement. Et puis on peut très bien continuer à en parler parce que c'est effectivement essentiel. Sur la Suisse, je peux peut-être citer une anecdote. C'est que pendant le Corona Circus, j'ai parlé à un haut fonctionnaire de la Confédération. Et il m'a dit la chose suivante, donc je ne sais pas du tout si c'est représentatif, et peut-être c'est du hopium, que c'est parce que je suis en Suisse, donc j'ai envie d'y croire, mais je partage l'anecdote et vous en faites ce que vous voulez. Il m'a dit, on est parfaitement conscient de ce qui se passe, il ne va pas y avoir d'obligation d'injection en Suisse, on est obligé de faire semblant parce qu'on est entouré par le même obscurantisme dont on a toujours été entouré, depuis les Habsbourg, les Lombards, les machins. C'est l'histoire de la Suisse depuis le XIIIe siècle, c'est ça. Être entouré par des empires obscurantistes. La seule chose qu'on puisse faire, c'est leur dire « Faites ce que vous voulez chez vous, mais si vous venez de chez nous, vous n'en sortez pas. » Et on fait semblant de coopérer, on coopère le moins possible, mais il n'y aura pas d'obligation d'injection. Et on a déjà un accord de libre-échange avec la Chine. On sait que l'axe atlantique est condamné. On est prêt pour ce qui vient après. Donc évidemment, ça semble optimiste et j'ai envie de croire que c'est un sentiment qui est partagé. En même temps, il y a les accords bilatéraux 3, il y a la Banque nationale suisse qui vient de mettre des taux réels négatifs, il y a l'abolition de la sphère privée financière, il y a toutes ces autres choses-là qui sont négatives, mais voilà, on les connaît toutes. Et j'avais envie de dépeindre un peu ce contraste-là. Peut-être qu'on aura de la chance, peut-être qu'une fois de plus, la Suisse sera épargnée. Je connais pas assez. Alors, je suis plus suissesse enfin, je suis vraiment méga archi suisse depuis de vieille génération. Tout ce que je peux dire, moi, je suis quand même très optimiste, contrairement à mon ami Michel Caillé, qui s'implique beaucoup pour nos droits démocratiques suisses. Merci Michel et le mouvement fédératif roman. Et puis, bien sûr, Elisabeth Zumstein-Kennedy, je t'ai pas oublié cette fois, qui s'implique beaucoup. Tout ce que je peux observer à mon humble niveau, c'est le terrain. Je trouve que je rencontre beaucoup sur le terrain des micro-activités, des micro-actions porteurs de liberté et d'indépendance et d'autonomie. Un peu partout, elles sont minuscules, elles agissent en souterrain, que ça soit dans le Jura, des petites bibliothèques qui font venir des orateurs indépendantistes, des films d'auteurs qui parlent de liberté, que ça soit le Verein le Vir, voilà, en Suisse allemande, qui s'implique aussi beaucoup, le mouvement fédératif roman. Il y a plein de petites actions, des producteurs locaux qui contribuent à mettre en avant les savoir-faire suisses. Il y a quelque chose, je trouve, en sous-main dans la Suisse qui est encore profondément vivant et en quoi je crois énormément. Et je pense que cette Suisse secrète, cette Suisse du terroir, d'Uri, Schwyz et Unterwald jusqu'à chez nous, est vraiment à l'œuvre, consciente, active, mais elle agit clandestinement. Et pour avoir aussi donné beaucoup de conférences et projeté beaucoup de films, La Route de la Joie, dans ces tout petits espaces cachés, secrets, un peu partout, dans des garages, dans des vérandas, dans des greniers, eh bien, je parle vraiment en connaissance de cause. Je crois qu'on a encore de beaux jours devant nous. Wunderschön. Sur nos monts quand le soleil... Non, blague à part, merci. Moi, je crois qu'effectivement, chaque peuple a son génie, et le nôtre a été de trouver cet être ensemble. Comment, à partir d'une mosaïque de religions, de lieux géographiques, de langues différentes, permettre que tout s'organise en laissant le plus d'autonomie possible à chaque communauté à l'intérieur d'un tout. La Suisse n'existe pas, évidemment. On devrait être attaché à la France, le Tessin, l'Italie, etc. Mais on a réussi à exister précisément parce que c'est ouvert la porte vers une manière d'être différente que ces espèces de grands espaces monolithiques. Et en fait, Maffezoli, qui étudie beaucoup le changement d'époque, dit que dans la postmodernité, c'est ça, c'est sortir des grands systèmes où c'est pareil pour tout le monde parce que ça ne marche plus aujourd'hui.
Ça a eu son temps, hein, la République une et indivisible en France, l'éducation nationale pour tout le monde, ok, ça a été un temps, ça a eu des inconvénients, mais ça a apporté des avantages. Et puis merci aussi, Carlos, de rappeler, parce que par rapport à toute évolution technologique, c'est clair qu'on est toujours, oulala, ça va tout bousiller, alors que chaque saut technologique bouleverse un ensemble de choses, mais ce dont il est question, c'est de se l'approprier d'une manière intelligente. Donc on a beaucoup eu peur des jeunes en disant les écrans, ils seront toute la journée. Oui, il y a probablement des formes d'abus, mais parfois il faut passer par l'abus pour trouver une maîtrise. Mais on voit que l'usage qu'ils en font, notamment de cette communication et de cette grandir ensemble et dans l'ensemble assez vertueux. Et donc, je pense qu'on est comme ça dans des chocs. Pour nous, c'est effectivement un peu effrayant de voir la trahison de notre gouvernement et de nos élites, mais précisément parce qu'ils sont dans une vision du monde complètement dépassée. Ils donnent l'impression de gens sortis de leur bocal de formol qui réfléchissent encore comme dans les années 50, mais vraiment. Et alors, ils ont comme ça des projets qui, avec le modèle globalo-fasciste transhumaniste, sont très inquiétants. Donc j'espère que Michel Caillé et le mouvement fédératif roman parviendront à les mettre en échec. Mais je pense que là encore, dans la logique des cellules imaginales, ils sont en train de sécréter leur propre poison pour que ça puisse se recadrer d'une manière. Et d'ailleurs, les Français souvent nous disent « Mais parlez-nous de votre référendum d'initiative citoyenne ». Moi, je leur demande de déchanter un peu. Parce que ce qu'on voit, c'est que si l'information n'est pas honnête, les gens prennent des mauvaises décisions et le Conseil fédéral est devenu systématiquement malhonnête dans sa manière de présenter les choses, baqué par l'univers des médias. Donc si tu désinformes les gens, tu as beau leur demander de voter, tu les fais voter dans la mauvaise direction. Et puis l'autre élément, c'est qu'on sait qu'il y a au moins, comme disait Félix Leclerc, il y a 10 manières de tuer un homme, il y a 10 manières de s'asseoir sur les décisions du peuple qui vont pas dans le sens de l'agenda globalo-fasciste, et nos gouvernements et nos parlements les pratiquent toutes. Donc voilà, dès qu'il y a une décision qui va pas, alors le peuple est content, youpi youpi, mais dans la réalité des faits, c'est pas comme ça que ça se passe. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ça veut pas dire que le modèle est dépassé, ça veut dire qu'il n'est plus habité. Si tant est qu'il l'ait jamais été, mais il n'est pas habité suffisamment. Et c'est là où peut-être effectivement on a trouvé, pour un ensemble de raisons à travers le temps, quelque chose qui en fait va être très à l'ordre du jour. Ça donne l'impression d'être dépassé, ringardisé ou même obsolète, vu que c'est vidé de sa substance. Mais parfois, ce qui donne l'impression d'être à la traîne se retrouve tout d'un coup à l'avant-garde. Et moi, je pense au contraire qu'une fois que l'Union européenne se sera effondrée, on va repartir vers cette réalité des terroirs qui, au fond, est notre seule réalité. Notre seule réalité immédiate et concrète, c'est le terroir dans lequel on vit. Et puis qu'à partir de là, on puisse faire rejaillir quelque chose qui ressemblerait, au fond, dans ce que le modèle suisse a proposé à un moment donné. J'ai beaucoup apprécié ce que tu as dit sur la démocratie directe. Les Suisses sont relativement instruits, donc c'est pas mal, mais ce qui fait la prospérité et la liberté relative de la Suisse, c'est la décentralisation du pouvoir. C'est pas le règne de la horde, le règne de la foule. Donc tout le monde est d'accord que dans la séparation des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires est de bonne à loi. Pourquoi pas la distribution géographique du pouvoir également? C'est exactement le même principe. Le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt absolument, et que dans un pays de 9 millions d'habitants, on ait 26 républiques qui sont, d'un point de vue fiscal et législatif, dans une large mesure souveraines. C'est ça ce qui fait la différence. Et si seulement en France, chacun des 100 départements était souverain dans la même mesure qu'un canton suisse, ça serait de loin le pays le plus riche du monde. Mais quand je dis ça en France, on me dit « Ah, mais c'est la fin de la France ». Mais non, la France, c'est pas le 14 juillet, la France, c'est Victor Hugo, la baguette et Coluche. Et le gouvernement parisien, on pourrait le dissoudre dans une large mesure, et que chaque département soit souverain comme ça serait fantastique. Mais ce paradigme-là, il rentre pas. Il y a une espèce d'hypothèse étatiste donnée. Et chacun argue sur la façon dont doit ressembler la salle de contrôle, mais abolir la salle de contrôle et décentraliser le pouvoir, ça, on n'en parle jamais. Donc ce serait ça sur le... voilà, c'était juste pour ajouter à ce que tu as dit. Merci, Jean-Do. Et je vais donner un petit exemple dans le domaine de la santé, parce que c'est vrai qu'entre la panarchie, on va dire, et
le contrôle tout à fait centralisé. Il y a peut-être quand même des étapes intermédiaires avec un pouvoir qui s'exerce au niveau local, régional. Wolfgang, j'avais fait une interview au professeur Wolfgang Wodarg, qui était un pneumologue qui s'est exprimé dès le début de la pandémie pour dénoncer, et déjà même lors de la précédente, pour dénoncer l'arnaque, même le concept de pandémie et de tout ce qui était mis en œuvre. Et c'est un médecin qui disait, moi au début j'étais vraiment un fan de l'OMS, donc il a également fait de la politique en Allemagne, donc il dit voilà, il était député, il dit moi j'étais un fan de l'OMS, je me suis investi dans les politiques de santé publique, etc. Et on peut en sortir. On fera un boulot beaucoup plus efficace, tout simplement en tenant compte de notre population locale. Ici, on pourrait dire par exemple au niveau cantonal, reprendre toute la santé, on va dire au niveau cantonal. On n'a pas besoin d'organisation nationale ou même au niveau de l'OMS. Parce que de toute façon, les problèmes sont toujours locaux. Les pandémies n'arrivent pas partout en même temps, c'est faux, etc. Et donc là, je pense que c'est faisable. Il faut pousser ces idées, en tout cas, avant d'arriver peut-être à quelque chose de plus abouti en termes de décentralisation des gouvernements. Voilà. On passe aux questions. Bientôt, on va être confronté par les CBDC. Le Digital ID, et ces choses vont devenir sérieuses, c'est-à-dire que ces choses seraient imposées. Alors, qu'est-ce que vous préconisez, pardon mon français, qu'est-ce que vous préconisez pour résister, et j'utilise ce mot qui est résistant et tout ça, mais résister ça sur le plan personnel, chacun, parce qu'à la fin, dans ce sens-là, la solidarité est très importante, mais au moment où on est confronté par la police dans le train et on demande qu'on mette des masques, c'est chacun pour soi-même, dans le sens la responsabilité individuelle de résister ou de se soumettre. Voilà, ça c'est ma question. À poser à vous quatre. Merci. Tu veux y aller? Oui, tiens, j'ai envie de... Voilà, avant, je ne veux pas parler des solutions concrètes, mais en tout cas, j'aime bien ce que vous dites, c'est vrai. Résister, c'est avant tout d'abord désobéir. Et donc, on n'a pas toujours les moyens, entre guillemets, d'être isolé dans son coin, etc. Mais il faut avoir le courage de désobéir, et tant que c'est possible, moi, je l'ai fait énormément. Parfois, c'est vraiment difficile, mais je l'ai fait pendant toute la pandémie, par exemple. Je n'ai jamais respecté le confinement, dans le sens où j'ai traversé toutes les frontières, y compris, je suis venue de nombreuses fois en Suisse, sans tricher, sans test PCR, sans faux papiers, ceci et cela. Et d'ailleurs, sachez qu'en fait, il n'y avait personne à la frontière en Suisse. Même pas pour la vignette. Personne. C'était vide. Donc là, il y a des questions à se poser. Mais je me suis dit, ok, Senta, quel est ton risque? On va t'arrêter, peut-être tu vas avoir une amende, un papier, je ne sais rien. À la limite, même une journée en prison. Ok, c'est pas si grave. Tant qu'on ne me coupe pas la tête, il faut que j'y aille, il faut que j'exerce mes droits fondamentaux. Et donc, je pense que là où beaucoup de gens ont fait, moi j'ai fait les Gilets jaunes aussi, des manifestations, etc. J'étais à beaucoup de manifs, à Berlin, ici à Berne. J'ai organisé Berne, Milan avec Kennedy. Enfin bon, il y a un moment où si on va manifester et puis que le lundi, on met son masque, on demande le pass sanitaire et qu'on n'a pas le courage individuellement, comme vous dites, qu'on n'a pas le courage individuellement de résister, ça ne va pas marcher. Donc c'est vrai qu'il y a un moment où il faut se dire, bon voilà, j'entre dans le truc, je sais que je vais me faire éjecter, mes enfants étaient très fâchés parce que j'allais dans les magasins sans masque, et puis après, je ne savais plus rentrer dedans. Donc j'étais obligée de les envoyer faire les courses, ils étaient très fâchés. Mais au moins, je me suis dit, j'ai donné l'exemple à mes enfants. Voilà. Donc, je ne vais pas vous citer tous mes faits d'armes, on va dire. Je pense qu'il y a énormément de gens ici qui ont fait la même chose. Mais la désobéissance civile, c'est vraiment la première chose.
En Belgique, c'était pas light. Hein. On a eu le 1er avril, par exemple, je crois que c'était 2021, la police a véritablement massacré nos jeunes. Je connais beaucoup de gens qui se sont fait vraiment taper dessus, quoi. Et j'ai un ami qui s'est fait arrêter, il m'a dit on torture les gens en Belgique. Donc c'était pas soft chez nous. Pour reprendre ce que Senta a dit, j'ai l'impression que c'est presque d'un point de vue spirituel, mais il y a besoin du consentement. C'est que retirer son consentement, c'est pas aussi difficile que ça. Les CBDC, ils vont réussir à l'imposer avec le Universal Basic Income. Et donc, c'est pas juste désobéir, c'est renoncer aux fruits. On vous dit 4000 balles par mois gratos, mais CBDC. Et qu'est-ce que vous faites? C'est ça le Faustian bargain. C'est ça qui va être difficile. C'est pas tant de refuser de monter dans les trains. Ça va être de renoncer aux fruits du système corrompu. C'est le pacte avec le diable. Et donc c'est pour ça que je répète souvent à chaque fois que j'en ai l'occasion que la démarche elle est individuelle. Le but n'est pas de refuser parce que ça va aider le monde ou parce que le courage est contagieux, etc. Si c'est le cas, tant mieux, mais c'est un effet secondaire. C'est personnellement, moralement, je ne peux pas participer. Si moi j'ai pas mis la muselière, c'était pas pour convaincre qui que ce soit. C'était parce que je ne peux pas me permettre d'être un collabo. Et même si je suis le seul à agir de cette façon-là, je préfère ne pas être le seul, évidemment, mais même si je suis le seul, ça ne change rien. De toute façon, je dois le faire. Donc les CBDC, s'ils cherchent effectivement à l'imposer, c'est comme ça qu'ils vont l'imposer. Et la preuve de la nécessité de ce consentement, je la prends dans un exemple simple, c'est la complexité qu'a dû atteindre la propagande désormais. À l'époque de ma mère, qui était américaine, tous ses camarades de classe masculins sont morts au Vietnam, parce qu'elle est dans une région pauvre de Pennsylvanie. À l'époque, il suffisait de dire « faut aller bombarder les jaunes » et puis voilà. Et puis tout le monde ship to Vietnam. Aujourd'hui, il faut les algorithmes, la psychologie inversée, 3 niveaux de propagande, etc. Donc, dans la mesure où chaque mensonge est vendu dans une boîte de vérité, au bout d'un moment, ils auront dit assez de vérité. Donc, c'est comme s'il y a un diminishing return. C'est comme si c'est de plus en plus compliqué de convaincre les gens de choses de plus en plus absurdes. Et les CBDC, il y a 30% de la population, en tout cas, si on prend le chiffre des non-injectés en Suisse, 30% des gens qui en ont parfaitement conscience et qui n'en veulent pas. Aux États-Unis, certains États sont en train de chercher à les interdire, etc. Donc je pense que ça va être une provocation. Je n'exclus pas que d'ailleurs cette histoire de CBDC soit une psychologie inversée de nouveau, qu'on rejette cette caricature de Klaus Schwab qui pour moi relève du casting de James Bond, j'ai jamais vraiment cru, il manque que le chat blanc, et qu'au contraire on aille vers l'inverse, vers l'antithèse, qui est New Age, Kumbaya, le monde des bisounours, on est sauvés, etc. Mais même si le CBDC, c'est effectivement le plan, ça ne sera pas comme ça ex nihilo. Il va y avoir un compromis à faire et c'est ça qui va être difficile pour la plupart des gens. Il faut se préparer à ça, ne pas tomber dans le piège de la dernière provocation et être capable de renoncer au confort que va nous apporter cette servitude supplémentaire. C'est quoi le CBDC ? Central Bank Digital Currency, c'est cette monnaie digitale de banque centrale, cette monnaie programmable. Donc l'euro numérique, mais il y a un consortium de banques centrales qui est en ce moment en train d'élaborer ce projet de monnaie programmable fondée sur la blockchain, qui est une conséquence directe de l'identité numérique. La raison pour laquelle ils ont besoin d'imposer l'identité numérique, c'est parce que le CBDC, ça ne marche pas sans l'identité numérique et le reconnaissent parfaitement. On a fait plusieurs articles à ce sujet sur Essential News, cherchez CBDC, et vous trouverez, on a expliqué dont notamment une excellente interview qu'on a faite avec Michel Caillé, mais on a expliqué le lien entre identité numérique, CBDC et le challenge que ça représente en termes de liberté individuelle. Alors, c'est une question à laquelle je tiens beaucoup à répondre parce qu'elle exprime toute ma démarche journalistique. C'est-à-dire de ne pas mettre notre attention sur ce que nous ne voulons pas. Si on cultive en esprit cette projection, ça va venir, ça va arriver, ils vont nous imposer ça, le coup près va tomber, on peut être sûr qu'on va se faire embarquer là-dedans parce que nous générons notre réalité. Et je pense que c'est important de s'observer quand on est dans cette posture intellectuelle et psychologique, de se dire « Ah, attention, là, ma pensée, mon esprit me joue des tours. Donc, qu'est-ce que je fais ?
j'accueille cette pensée, mais je vais me mettre dans un état vibratoire qui m'élève. Donc, je vais me nourrir à des canaux d'information qui me mettent en joie, qui me font plaisir. Alors, on n'est pas du tout dans une démarche bisounours. On va juste se nourrir, on va juste aller boire à des fontaines qui nous élèvent énergétiquement parlant, parce que j'ai la croyance, et je parle vraiment aussi en connaissance de cause. Je ne dis jamais ce que je n'ai pas pratiqué moi-même, hein. En élevant notre énergie, en cultivant la joie d'une manière générale, on devient invisible pour les radars du contrôle. Moi, je pense on n'est plus repérable parce qu'on est sur une autre fréquence vibratoire. Mais ça, c'est autre chose encore. Voilà. En Belgique, par exemple, on a déjà une puce, je sais pas, sur notre carte d'identité depuis très longtemps. Tout le monde trouve ça normal. Si on va chez le médecin, le dossier médical est d'office sur la carte d'identité. Le médecin ne prescrit plus, n'a plus le droit de prescrire ce qu'on appelle une prescription papier, hein, la dite recette, etc. Donc on voit même plus physiquement ce qu'il prescrit, on ne sait plus le lire soi-même. C'est envoyé directement sur la carte d'identité dans un système centralisé. Donc quand on va à la pharmacie, on doit donner sa carte d'identité. Quand on paye dans la plupart des magasins qui font partie de chaînes, on vous demande votre carte d'identité. Oui, c'est pour les points. Les bonus. Madame, le bonus, vous voulez pas les points? Mais si, bien entendu. Et puis, on vous demande votre numéro de téléphone. Ah oui, mais c'est pour envoyer, parce qu'on ne va pas imprimer un ticket papier, vous savez, le carbone, tout ça. Donc c'est pour vous envoyer votre email ou votre téléphone, c'est pour vous envoyer le reçu, le ticket numérique. Donc on est déjà là. Enfin, moi, je me dis, on est en train de rédiger des articles. Moi, j'ai fait des courses avec mon fils, et lui, il a donné tranquille son numéro de téléphone, il donne sa carte partout. Il me dit, mais toute la galerie a déjà ma carte, maman. Et quand vous dites non, il y a une file derrière vous qui vous regarde en vous dire qu'est-ce que c'est que ce genre de personnes qui résistent. Voilà. Je pense que d'une certaine manière, ça va être inévitable, même en Suisse, même avec la conscience suisse. Et en fait, je remarque que les gens sont entraînés, c'est-à-dire les vendeuses, etc. Ces gens ont été entraînés à une manière de vous induire dans le système. C'est les mêmes phrases qui reviennent. Et donc, eux-mêmes, il y a une forme de brainwashing. Et puis, on vous dit, oui, non, mais c'est pour le carbone, c'est pour ci, vous voulez bien faire, vous voulez pas que les autres vous regardent mal. Donc, je pense que d'une certaine manière, on ne va pas y échapper. Là où c'est important, c'est d'avoir des alternatives. Je suis allée récemment dans un hôpital en Belgique. Et là, le médecin est venu et m'a dit, mais j'ai fouillé l'ordinateur, j'ai rien trouvé. Vous n'avez pas de dossier médical, il n'y a rien. Puis j'ai regardé, je lui ai dit, non, je n'ai pas de médecin traitant, je me traite moi-même. Et puis même si je ne me traite pas moi-même, j'irai voir quelqu'un en privé, en Suisse, en Autriche, quelque part ailleurs, ou un pote, et je n'ai pas envie que ça aille sur ma carte d'identité, je m'en fous, je payerai plus. Je n'ai pas de remboursement, ok, j'ai pas de remboursement, je ne suis pas dans le système. Et donc là, il faut favoriser ces démarches-là et le fait d'avoir vraiment un réseau de personnes qui vont participer à Solaris et autres, mais qui vont participer à créer ce système où non, je ne donne pas mes données, on ne rentre pas les données dans le système. Et voilà, ça je pense, c'est la seule alternative que je vois. Je prends la parole parce que vous avez mentionné une décentralisation du pouvoir en Suisse. J'ai reçu régulièrement ces derniers temps les informations de ABF Schweiz, qui est une association assez passablement active par rapport au règlement sanitaire international. En 2024, sauf erreur, il y a eu une motion d'un conseiller national Glarner qui a demandé que les traités de l'OMS soient soumis au Parlement fédéral. Et le Conseil fédéral n'a pas donné suite à cette motion. Ensuite, assez récemment, sauf erreur le 21 mai de cette année, comme le Conseil fédéral n'avait pas donné suite, un autre conseiller national, Rémi Wisman, a déposé une plainte, sauf erreur, à un organe du Parlement fédéral. Je ne sais plus comment il s'appelle. Et là, on vient d'apprendre, ABF Schweiz vient d'envoyer un communiqué
pour dire que le Conseil fédéral ne tenait donc pas compte de la motion de Glarner, ne tenait pas compte en fait de la plainte de M. Wiesmann, et ne tenait pas compte non plus d'une consultation. Il y a eu 1800 personnes ou organes qui ont répondu à la consultation du Conseil fédéral, donc n'en tenait pas compte non plus, alors que semble-t-il, il y a une majorité des personnes qui sont prononcées, donc quand même, qui ont été critiques par rapport à ce règlement sanitaire international. Donc, en fait, ça veut dire quoi? Que le Conseil fédéral décide tout seul que ces amendements, il n'a pas l'intention de s'y opposer en tout ou partie. Et il semblerait que déjà, le Conseil fédéral n'a pas du tout le droit de contourner une décision parlementaire. Oui, si je vous entends bien, enfin, si je peux résumer un peu, en fait, on agit hors la loi. On est face à des gouvernements c'est totalement. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui agissent peut... hors la loi. Et on le voit partout, même le traité OMS, il n'a même pas été voté selon les règles de l'OMS. Il n'a même pas été voté. Ouais. Il y a un type qui est venu, il a dit est-ce que quelqu'un a une objection à ce qu'on adopte Ah oui, non, personne n'a d'objection. C'est bon, c'est adopté. Et donc c'est quelque chose qu'on voit partout, effectivement. Oui, tout à fait. Là, le principal, c'est qu'il faut que les gens comprennent ça. Je ne sais pas comment vous voulez réagir à ça. Est-ce qu'il y a un juriste aujourd'hui qui peut nous dire si le Conseil fédéral est effectivement dans la totale illégalité lorsqu'il contourne le Parlement fédéral? Ça, c'est une chose. Et puis, en plus, le règlement sanitaire international, en principe, c'est pas prévu qu'il soit soumis au Parlement fédéral, contrairement au traité sur les pandémies. Enfin, voilà, c'était juste pour dire que c'est un sujet important à ces jours. Et puis, voilà. Alors, merci beaucoup pour votre intervention qui illustre le fait que dans l'effondrement d'un système, tout ce qui fonctionnait avant ne fonctionne plus. Vous avez utilisé le mot « droit ». C'était pour nous faire rire. Qu'est-ce qu'on a traversé depuis 5 ans? Tout ce que vous décrivez et qui est le textbook de la démocratie parlementaire ne fonctionne plus. Donc bien sûr, c'est très choquant. Cela dit, le vieil anarchiste va sortir la tête hors de l'eau. Parce qu'au fond, je comprends vos préventions et vos inquiétudes. Mais à mon avis, le vrai enjeu n'est pas là où on dit. Parce qu'en réalité, tout l'historique de vos déplacements au cours des 15 dernières années, si vous aviez un smartphone avec vous, est retraçable. Il y a une mémoire éternelle et par trigonométrie des antennes de téléphonie mobile qui se sont activées, on peut savoir de seconde en seconde où et quand vous étiez. Donc, pour moi, le problème n'est pas tellement un problème de technique ou de modalité, mais d'anarchisme. Qu'est-ce qui fait que des gens s'arrogent le pouvoir de contrôler et de surveiller vos vies? J'avais fait une intervention à la Cité des Sciences de la Villette en 2008 autour de la biométrie et je disais en fait ce que la biométrie prévoit, c'est de nous déposséder de notre droit de nous nommer. Parce que tant qu'il n'y a pas de biométrie, c'est à vous qu'il revient de dire je suis Senta, je suis Jean-Dominique, et quelqu'un qui ne vous connaît pas déjà ne peut pas savoir qui vous êtes. D'où Ulysse qui a répondu personne au Cyclope. Et puis tout d'un coup, il y a des systèmes qui ont le pouvoir d'accéder à votre identité à votre insu. Mais donc, pour moi, le problème n'est pas le système, la technologie, elle avance. C'est qui a le pouvoir d'avoir accès à une information et comment se fait-il que nous ne veillons pas à mettre en place des garde-fous? Parce que ce qui est intéressant, c'est que même le revenu minimal ou la monnaie centralisée, soyons fous, s'il y a tous les garde-fous pour s'assurer que personne ne peut accéder à la confidentialité de ce que vous en faites, pourquoi pas? Moi, en France, quand je vois les SDF dans la rue à Paris, mais c'est épouvantable. C'est des jeunes de 18, 20 ans, des migrants, bien sûr, des enfants, mais aussi des Français qui sont là dans la rue. Un revenu à 3 000 € par mois pour tout le monde, franchement, je ne vois pas philosophiquement ce que ça aurait de choquant. Effectivement, ça peut être piégeant, mais le système du salariat, c'est quand même vendre sa vie contre un beefsteak. Est-ce que c'est vraiment le modèle de l'émancipation? Donc on est comme ça dans une espèce de remise en question d'à peu près tout. Mais pour moi, la question, c'est pas tant les systèmes que cette question fondamentale de qui possède l'information et qui a le pouvoir d'en faire usage. C'est plutôt là que ça se joue en réalité. Donc, je trouve que c'est aussi un aspect intéressant de cette fuite en avant qui nous inquiète. C'est qu'au fond, moi, j'ai l'impression que ce sont dans l'ensemble des plutôt bonnes idées, mais qui, dans un bon système pervers, sont mis en avant pour permettre quelque chose d'abominable. La ville de 15 minutes,
L'idée de pouvoir trouver à proximité de chez soi, dans un rayon de 15 minutes, à peu près tout ce dont on a besoin. Et c'est pas plutôt une bonne idée? Plutôt que d'avoir des régions désertiques et puis des villes où tout le monde s'entasse, où les loyers explosent. Vous voyez ce que je veux dire? En soi-même, c'est pas choquant. Là où ça devient choquant, c'est si on envisage de vous enfermer dans un rayon de 15 minutes autour de vous. Donc c'est là où pour moi c'est une question d'anarchisme au sens noble du terme. L'anarchisme, c'est pas le refus de tous les systèmes de pouvoir, c'est l'acceptation de l'autorité quand elle fait grandir et qu'elle garantit un bon fonctionnement, et le refus de tous les systèmes de pouvoir qui asservissent. Donc après, c'est des questions de langage, je veux dire, panarchie, ça me va bien aussi. Mais tout ça pour dire que tout ce qui nous inquiète autant, vous voyez ce que je veux dire, j'ai l'impression que notre inquiétude, elle n'est pas exactement au bon endroit. Et puis, par ailleurs, en ce qui concerne le CBDC, la bonne nouvelle, c'est que tous les pays où ça a été essayé, ils sont revenus en arrière. De la Suède au Nigeria. Moi, j'adore les billets de banque. Je trouve que le doux son d'un billet de banque à l'oreille est délicieux. J'aime bien le côté charnel de payer avec ça. Je sais qu'il n'y a pas 3% qui vont pour des banques, etc. Donc, je pense qu'on est encore attaché à ça, mais que la nouvelle génération, elle est déjà au-delà. Vous voyez, même la feuille d'impôt, ça les emmerde. Et maintenant, on aurait la possibilité de faire une micro-taxe sur toutes les transactions, 0,1%, donc 1 pour 1000 sur tout ce que vous payez, qui remplacerait tous les impôts et toutes les taxes. Ça serait entièrement automatisé. Et donc, par hypothèse, vous recevriez 4 000 francs par mois pour vivre. Sur chaque transaction, vous payez 1 millième pour nourrir le système étatique dont on veille qu'il soit maigre et qu'il fournisse vraiment des services à la population. Donc moi, je crois que la nouvelle génération, elle est déjà très débrouillarde. Nous, on fait partie de la génération qui attend des instructions. On fait quoi? On nous dit de mettre un masque, on va mettre un masque. La nouvelle génération, elle va plus chez le garagiste. Elle va sur YouTube voir comment est-ce qu'on change une pièce dans le moteur, où on la commande. Vous voyez, ils sont en train de s'autonomiser par rapport à un ensemble de choses. Et donc, tout en comprenant les inquiétudes, parce qu'on est dans ce goulet d'étranglement, mais pour moi, l'enjeu, il est celui de cette configuration du pouvoir à grande échelle. Et je reste optimiste, je sais pas, mais possibiliste par rapport à ça. Je suis d'accord avec Jean-Dominique et je le dirais comme ça. Le problème, c'est pas que le Conseil fédéral prenne la mauvaise décision, c'est qu'il s'estime légitime dans le fait de prendre la décision. Ce pouvoir ne lui appartient pas. Si les conseillers fédéraux ils veulent se soumettre à je ne sais quoi de l'OMS, qu'ils le fassent, mais ça ne me concerne pas, moi. Et donc c'est ça la logique de la décentralisation. Et je connais bien ABS Schweiz d'ailleurs. Je participe à leur hébergement web et c'est très important ce qu'ils font. Et c'est bien de résister où on peut résister. Mais je n'ai pas envie de dire au Conseil fédéral fais ceci plutôt que ça. C'est retirer ce pouvoir qui est totalement illégitime et qui devrait, les conseillers fédéraux, ça devrait n'engager qu'eux-mêmes, se gouvernent eux-mêmes. Et on est tous souverains de droit divin. Et quelque chose qui n'a pas été dit, mais c'est que la Terre est vaste et que la surpopulation est un mythe. Et qu'effectivement, en développant une somme de petites mesures locales, on est capable de se soustraire dans une large mesure au système de contrôle sans trop souffrir d'impact en termes de confort. Il y en a un certain nombre d'entre vous qui sont venus dans la Freedom Cell qu'on a au Tessin. Vous avez vu comme on est capable de s'organiser là dans la montagne. On est au bout d'une route à peu près inaccessible. C'est à peu près ingouvernable là-haut. Mais on est quand même à 1h30 de l'Opéra de Milan. Et puis, on a un réseau de producteurs, d'agriculteurs. On arrive à acheter de la nourriture en mode troc, en mode kilomètre zéro. Moi, j'essaie de me... non, je ne vais pas parler, mais il y a des gens qui essayent de se faire payer en crypto, par exemple, de façon à ce que ce soit anonyme pour échapper à la confiscation institutionnelle, pour essayer d'éviter d'être de collabos. Et donc, c'est jamais parfait. Je ne suis pas en train de préconiser d'aller vivre nu dans la forêt, mais il y a des moyens plus simples que ce qu'on croit pour... éviter de coopérer. C'est vrai que parfois, il faut réduire un peu son confort. Là où on est, on ne commande pas le sushi à 10 minutes. On n'a pas ce genre de confort-là. Mais bon, on y renonce. Mais on a des légumes bio, on a de l'eau de source, etc. Donc la terre est vaste. La surpopulation est un mythe, surtout dans un pays comme la Suisse, qui est un pays de montagne. Il y a des moyens d'aller s'installer, sortir des villes, etc., essayer de s'organiser localement. Et même au sein des villes,
On peut travailler avec, faire un réseau. On a besoin quoi? On a besoin d'un ramoneur, d'un dentiste, d'un plombier, d'un médecin. Il y a pas beaucoup. On ne peut pas tout faire soi-même. On a besoin d'un réseau comme ça de compétences autour de nous. Et nous-mêmes, on fait quelque chose qui est nécessaire aux autres, mais on arrive à établir ces réseaux-là et à pouvoir vivre comme ça en objecteur de conscience. C'est pas aussi difficile qu'avant. C'était beaucoup plus dur il y a 30 ans d'être objecteur de conscience. Aujourd'hui, sans trop renoncer, on arrive vraiment à se soustraire beaucoup plus largement que ce qui était possible avant. Donc, pour revenir sur le thème de l'OMS, les conseillers fédéraux, ils font leur truc, l'OMS fait leur truc. Personnellement, ça ne me concerne pas. Et puis, on verra bien s'ils essayent de le mettre en œuvre, mais je ne pense pas qu'ils y arriveront, en tout cas en ce qui concerne les zones reculées de montagne en Suisse. Je pense que c'est une bonne conclusion. Vive la Suisse!